Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo qui n'était pas forcément prévue au départ, dans laquelle on va parler de Transformers Rise of the Beast pour changer. C'est vrai que je parle pas beaucoup de ça en ce moment, donc on va évoquer une grosse interview que Lorenzo Di Bonaventura, le principal producteur du film, a tenue au magazine Collider, donc l'un des plus gros sites en fait sur le cinéma, qui en l'occurrence interviewe souvent des producteurs, des réalisateurs, des acteurs en marge de la sortie de certains films, et en l'occurrence maintenant que la campagne marketing de Rise of the Beast bat son plein et commence vraiment à prendre de la vitesse, comme je vous l'avais dit, normalement, autour de la CinemaCon, c'est là que tout va commencer, et bien c'est là que tout commence. On a notamment, petite image là, Mirage, Optimus Primal et Optimus Prime qui sont installés devant le bâtiment de la convention, donc une toute nouvelle statue déployée sur place par Paramount et par Hasbro, très jolie statue d'ailleurs au passage, et donc voilà, maintenant la campagne marketing bat son plein, et honnêtement j'hésitais un petit peu justement à vous parler des derniers éléments qu'on a eu autour du film, parce que je me disais, en fait en ce moment on va en avoir tous les jours, très clairement. On a une interview de Di Bonaventura, on aura sans doute aussi une interview de Steven Caple à un moment, d'Anthony Ramos, de Dominique Fishback, les acteurs, etc. Bref, je pense qu'on aura des interviews un peu de tout le monde à toutes les sauces, mais voilà, j'avais quand même envie d'évoquer cette interview spécifiquement avec vous, et c'est l'occasion aussi d'évoquer 2-3 petites autres choses qui sont tombées sur le film. Donc on va commencer par ces petites choses également, histoire de commencer par du soft, et on va finir par vraiment le gros morceau de la vidéo. Donc voilà, encore une fois, petite vidéo, pseudo-news, pseudo-analyse, voilà, vous faites ce que vous voulez. Comme d'habitude, un petit peu de blabla, de toute façon c'est la semaine du trailer, donc j'allais pas forcément vous proposer quelque chose d'autre. J'étais en train de monter une analyse, mais que je sortirai finalement la semaine prochaine, et normalement en fin de semaine prochaine, mais je ne peux rien encore assuré jusqu'à maintenant, on devrait voir le retour des focus avec un sujet qui m'a été demandé sur Tipeee, donc je vous laisserai découvrir ça le moment venu, mais voilà, grosso modo, ce qui se profile pour les semaines suivantes, mais pour le moment, on est sur la grosse hype Rise of the Beast, on est sur la grosse hype du trailer qui arrive jeudi, et donc maintenant, donc au moment où vous voyez la vidéo, donc soit mardi, soit mercredi en fonction de quand je la publie, on en est au stade où on a encore simplement des interviews et des petites infos à se mettre sous la dent. Les infos du week-end, dans un premier temps, c'est tout simplement des nouveaux gifs animés qui sont apparus sur Instagram, en fait, tout simplement, quand on tape Transformers dans les gifs, les gifs, vous prononcez ça comme vous voulez. Quand on tape ça sur Instagram, on trouve notamment de nouvelles petites séquences d'animation, avec notamment la transformation de 3 des 4 Maximals, donc Optimus Primal, Rhinox et Cheetor, donc des séquences de transformation basiques en CGI, et une petite séquence d'animation entre Optimus Primal et Scourge qui s'affrontent. C'est un visuel supplémentaire sur Scourge, effectivement, parce qu'il n'en a pas eu beaucoup déjà dans le trailer, et après il y avait eu juste les visuels promotionnels, mais qui ne sont pas à 100% le design qu'il a dans le film. Alors j'ai trouvé ça très drôle de voir que sur ces quelques secondes d'images de Scourge, qui ne sont même pas issues du film, c'est juste une petite animation random faite pour une petite séquence animée, je trouve ça très drôle que les fans aient analysé ce truc qui était super pixelisé, super moche, pour essayer toujours d'étayer ou de débunker la théorie sur est-ce que Scourge est un Optimus Prime du Bayverse. Bon, je suis à un point où voilà, c'était très drôle quand même de voir les gens faire des gros plans sur le cul de Scourge pour démontrer que c'était Optimus ou que c'était pas Optimus, enfin bref. Il y a eu tout ce genre de trucs ce week-end, c'était quand même très drôle. Autre info aussi, c'est que le film a été repoussé en Australie et en Nouvelle-Zélande, donc il devait sortir à la base tout simplement le même jour que tout le monde, c'est-à-dire aux alentours du 9 juin environ, et il a été repoussé au 22, donc 2 semaines plus tard, ce qui fait qu'il sort désormais dans ces pays-là après le film Flash, et une semaine avant le nouveau Indiana Jones. Alors certains sont un peu partis vite en besogne, à dire que ça va être un report généralisé. Honnêtement, on en saura peut-être un petit peu plus dans les jours qui viennent, dans les heures qui viennent à la CinemaCon, mais pour le moment, il n'y a pas de report autre part, c'est-à-dire que par exemple Paramount France a republié un message tout à l'heure en disant tout simplement que le film sortait bien le 7 juin chez nous. Donc pour le moment, je dis bien pour le moment, il n'y a pas de report. Si jamais il y en a eu entre-temps, vous serez informé de toute façon via l'onglet communauté, parce que pour le coup, je ne ferai pas une vidéo spécifiquement pour ça. Donc on verra. Bref, tout ça pour dire, c'est quelque chose d'assez étonnant, parce qu'en général, en plus, l'Australie est connue pour avoir une date de sortie similaire à tout le monde en fait, donc voilà, peut-être qu'il y a eu une raison pour ça, j'en sais rien. La question c'est surtout de savoir, est-ce que Paramount fait ça pour éviter une forme de concurrence avec Spider-Verse et avec Flash, mais
au final, le sortir 2 semaines plus tard, ça revient juste à être en concurrence avec Flash encore et avec Indiana Jones 1 semaine plus tard. Donc dans tous les cas, le mois de juin est vraiment surchargé en termes de blockbusters, en termes de gros films. Si vraiment ils avaient voulu le décaler, ils l'auraient décalé au mois de juillet éventuellement. Mais en juillet, ils peuvent pas parce que Paramount sort déjà le nouveau Mission Impossible, donc ils vont pas se faire s'affronter deux de leurs films, c'est ridicule. Donc je pense qu'à ce niveau-là, Transformers de toute façon sortira en juin. Juste voilà, avoir éventuellement un petit report, mais ça pour le coup c'est des détails, je veux dire, au point où on en est. C'est même pas une question de dire les CGI sont pas finis ou quoi, etc. C'est vraiment juste une question de date de sortie. Est-ce que les mecs du marketing ou de la finance chez Hasbro et chez Paramount surtout se disent est-ce que ça vaut mieux de le sortir ce week-end-là ou ce week-end-là. Pour l'info, au niveau du box-office, alors on n'a toujours aucune info sur les projections. On en aura d'ici quelques jours, semaines à peu près. Les premières estimations tomberont et je vous en ferai part, je pense, sur mes réseaux sociaux, à moins que ce soit vraiment quelque chose de catastrophique ou au contraire de super encourageant. Voilà, pour l'instant, les premières estimations autour du box-office du film sont très difficiles à prévoir. Tout ce qu'on connaît, en fait, c'est l'awareness, entre guillemets, donc le fait de savoir si les gens, le grand public, est au courant du film. Donc il faut savoir qu'à ce niveau, je suis pas spécialiste en la matière, mais en tout cas, Rise of the Beast semble avoir une connaissance auprès du grand public similaire à celle du film Flash, qui, d'après des calculs qui extrapolent, mais encore une fois, là, c'est basé sur du vent en fait globalement, ça donnerait un week-end d'ouverture entre 40 et 50 millions de dollars, voire un peu plus si jamais le marketing fonctionne bien, soit 60-70 millions de dollars, ce qui serait beaucoup plus que Transformers 5, mais quand même moins que les films du Bayverse comme Transformers 2 et 3, notamment, qui avaient vraiment cartonné à ce niveau-là, mais honnêtement c'est beaucoup trop tôt pour le dire de toute façon, on va pas s'éterniser là-dessus. Voilà pour les petites infos. On va passer maintenant au gros morceau de cette vidéo avec l'interview de Lorenzo Di Bonaventura au magazine Collider. Et là, pour le coup, on a plusieurs infos très intéressantes, notamment sur le développement du film. Et je parle de développement pour ce qui est du développement des personnages. Alors, tout d'abord... La première question que Collider, alors on rappelle très rapidement quand même pour ceux qui ne savent pas, Lorenzo Di Bonaventura c'est le principal producteur du film et surtout un producteur qui a produit tous les films Transformers depuis le premier en 2007 jusqu'à Bumblebee et du coup maintenant jusqu'à Rise of the Beast. Il a produit tous les films, c'est un gars qui a énormément, on s'en rend pas compte mais qui a énormément d'impact sur ce qui finit ou pas dans le long métrage final. Donc finalement c'est un petit peu... Au-delà même de Michael Bay, c'est aussi peut-être le deuxième gars qui a eu le plus d'influence sur Transformers sur grand écran. Et c'est quand même quelque chose qu'il faut souligner, parce que souvent on a tendance à taper sur Michael Bay pour certaines choses qui ont été mal faites dans les films, mais lui en est aussi grandement responsable. Et très honnêtement, un jour ça pourrait même faire le sujet d'une vidéo, et en particulier si Rise of the Beast se plante, ça prouvera que le problème c'était pas seulement Michael Bay, mais aussi Lorenzo Di Bonaventura. En plus, accessoirement, c'est un gars qui dit souvent tout et son contraire en termes de marketing, même si sur Rise of the Beast il a été plutôt... concis, là, ce qu'il dit dans l'interview là ne contredit pas fondamentalement ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, donc peut-être que Paramount lui a un petit peu remonté les bretelles aussi à ce niveau, mais voilà, donc cette interview mine de rien reste assez intéressante parce qu'au final ça reste plus ou moins en accord avec tout ce qui a été dit sur Rise of the Beast depuis le début, mais avec quand même des infos un petit peu plus profondes sur certains points, et en l'occurrence, tout d'abord, la première question qui lui a donc été posée, c'était de savoir comment ce film se situe en termes de ton, en termes d'approche. Est-ce que c'est quelque chose qui va être comme les films de Bay? Est-ce que c'est quelque chose qui va être comme Bumblebee? Et bien évidemment, la réponse de Di Bonaventura, c'est de dire que c'est un peu un mix des deux. Pour aller un petit peu plus loin quand même sur ce point, c'est le fait que dans Bumblebee, on avait un développement de personnages beaucoup plus poussé, le fait de vraiment introduire d'un côté émotionnel chez les Transformers, ça c'est quelque chose chez Paramount qui a été retenu, qui a été bien vu, très bien vu, lui-même le dit, donc c'est un point qu'ils ont voulu garder. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est simplement garder cet aspect-là, donc le côté relation entre les humains et les Transformers, le fait de bien développer les personnages, d'avoir des personnages surtout attachants, ça c'est quelque chose qui a été souligné, et de transposer ça dans un film un petit peu plus important, avec des plus gros enjeux, plus d'action, plus de personnages, donc à ce niveau-là, effectivement, un film un petit peu plus comme les films de Michael Bay, mais en réalité, c'est pas Michael Bay qui a le monopole de ça, c'est juste que c'est lui qui a fait tous les gros films Transformers avant, mais grosso modo, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a d'un côté un gros film à la Bayverse, si on veut, avec plein de persos, plein d'enjeux, des différents endroits du monde aussi qu'on va visiter, et de l'autre côté, d'après ce que Di Bonaventura nous dit, le fait que les Transformers, les humains, tous autant qu'ils sont, auront droit à de la caractérisation et surtout des développements de personnages, c'est le principal point qu'il a noté, en tirant d'ailleurs des petits tirs à certains persos des anciens films,
Par exemple, quand il décrit les personnages de Anthony Ramos et Dominique Fishback, donc qui sont les deux personnages humains principaux, et bien simplement il décrit comme des personnages qui ont besoin de trouver leur voie dans la vie, qui ont finalement besoin d'évoluer en tant que personnes, qui ont des caractéristiques bien particulières qu'on ne connaît pas encore, là où il dit par exemple que Shia LaBeouf, donc en l'occurrence Sam Witwicky, c'était juste un gamin qui devenait un homme, quoi, en gros, globalement. C'était juste le côté, voilà, il faut grandir dans la vie, etc. Voilà, il a juste dit ça, alors que là, pour le coup, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. On rappelle, parce que c'est quelque chose que des fois je dois revenir en commentaire, mais Anthony Ramos est beaucoup plus vieux que Shia LaBeouf ne l'était à l'époque de Transformers, et surtout, il ne joue pas du tout un lycéen ou un gamin, ou etc. Il joue a priori, à moins que l'histoire ait été changée depuis, mais il joue a priori un ancien militaire qui a quitté l'armée, qui est revenu vivre dans sa famille, et qui se débrouille un petit peu, peut-être de façon illégale, pour gagner son pain, en quelque sorte, ou gagner sa croûte, et surtout pour nourrir sa famille, accessoirement. Donc voilà, globalement, c'est un peu le concept du perso. C'est vrai qu'Anthony Ramos a peut-être un visage un petit peu jeune, mais en soi, il a la trentaine, et du coup, c'est pas complètement incohérent. Dominique Fishback, on connaît moins les caractéristiques de son personnage pour le coup, on sait juste que c'est une personne qui travaille dans un musée, et du coup, qui aura sans doute à voir avec le côté artefact, qui sera beaucoup présent aussi dans cette histoire. Donc on verra à ce niveau, mais aussi, et ça c'est quelque chose d'important que Lorenzo de Bonaventura nous dit, c'est que les humains ont un arc de personnage, mais les Transformers, et en particulier Optimus Prime, ont un arc de personnage. Et ça, pour le coup, lui-même le dit, c'est quelque chose de nouveau par rapport aux films Transformers d'avant, notamment les films Michael Bay, le côté que chaque personnage, et en particulier Optimus, parce que c'est vraiment lui le centre du film, c'est ce qu'il dit en tout cas, Optimus aura vraiment un parcours de personnage dans ce film, notamment, je lis à ce moment-là ce qu'il nous a dit, à la fin de Bumblebee, Optimus arrive sur Terre, ce qu'il a expérimenté, c'est un échec, peut-être pour la première fois de sa vie, il a dû quitter Cybertron, il a dû quitter sa planète, et en l'occurrence, ce qu'il faut découvrir, c'est comment est-ce qu'il l'a vécu, comment est-ce qu'il a pu se remettre de ça, et comment il a pu, et alors attention, on va commencer à rentrer sur un terrain glissant, comment est-ce qu'il a pu devenir, entre 1994 et 2007, le personnage que l'on connaît dans les films de Michael Bay. Car oui, ça c'est le point aussi à retenir de Lorenzo di Bonaventura, c'est que ce gars dit un petit peu tout et son contraire en temps normal, mais il est toujours resté un peu sur la ligne, un peu sur cet argument de dire qu'au final, tous les films Transformers se passent toujours dans la même timeline. Là où Steven Caple a bien dit que ce film-là était un nouvel univers narratif et se présentait un petit peu comme un reboot. Je pense que ce que Lorenzo de Bonaventura veut dire ici, c'est qu'à la limite, la timeline, on s'en fout, c'est-à-dire qu'on peut faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire si on veut considérer que Rise of the Beast se passe avant le premier Transformer, faites-le, tant mieux. Et en tout cas, voilà, cet Optimus-là aura, et de toute façon on le voit déjà au niveau du visage, quelques caractéristiques en commun avec l'Optimus du Bayverse, et peut-être qu'effectivement, ce sera l'occasion de voir un Optimus peut-être un petit peu, peut-être pas jeune, parce que dans tous les cas il n'est pas jeune, mais peut-être un Optimus qui a encore des choses à apprendre, devenir ce leader ultra charismatique et ultra stoïque finalement que l'on connaît dans les films de base, mais voilà, peut-être qu'on verra aussi se développer son amour pour l'arrachage de tête, ça c'est quelque chose qu'on verra dans le film en lui-même. Mais en tout cas voilà. C'est quand même quelque chose d'intéressant, c'est que le fameux arc d'Optimus Prime dans ce film, donc le développement de personnage, c'est quelque chose qui a été teasé dans un premier temps par Steven Caple l'été dernier, quand il était chez Paramount pour une projection test du film, et maintenant directement par le producteur principal, donc pour le coup, là on peut le dire, on attend Transformers Rise of the Beast sur le plan du développement d'Optimus Prime, on veut qu'Optimus soit un vrai perso qui grandit, qui évolue, qui s'améliore, qui devient une meilleure personne éventuellement, donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on attend, qu'on est en droit d'attendre sur ce film, parce que c'est quelque chose qui nous a été annoncé. Donc ça c'est pour ce qui est d'Optimus. Maintenant sur les autres personnages, donc Lorenzo de Bonaventura a un petit peu évoqué aussi les autres persos, notamment les Maximals. Alors les Maximals, déjà il a parlé du côté VFX, donc du côté effets spéciaux, le côté que voilà c'est des personnages qui sont à la fois mécaniques mais qui ont des caractéristiques un peu organiques, notamment la fourrure, etc. Le fait qu'il a fallu développer les effets spéciaux d'une certaine façon, etc., etc. Bon voilà, c'est juste du blabla sur les VFX. Mais par contre, quelque chose d'assez intéressant, c'est que du côté personnage, il nous avance notamment que parmi les Maximals, les deux plus importants persos seront, et ça c'est quelque chose pour le coup que je vous disais depuis très longtemps, ce sera Optimus Primal et Eraser. Et ça pour le coup c'est quelque chose qui était clairement
clairement assuré. Pour une raison simple, déjà c'est que les deux ont des voice actors ultra connus, Ron Perlman et Michelle Yeoh. Déjà, ils n'auraient pas pris des voice actors aussi importants si c'était pour jouer des tout petits rôles, comparé à Cheetor ou à Rhinox qui ont des voice actors un petit peu moins connus, un petit peu moins célèbres pour le coup, mais voilà, pour le coup c'est assez logique en réalité. Optimus Primal, ça va être une sorte de mentor pour Optimus Prime, un personnage qui a beaucoup vécu, qui va peut-être nous exposer un peu de lore, et Razor, d'après ce que certains ont pu théoriser, c'est simplement le premier Maximals que les Autobots rencontreront dans l'histoire, peut-être même directement à New York, en tout cas c'est ce qui a été plus ou moins théorisé. Moi personnellement c'est quelque chose qui me plairait bien, le côté que finalement les Maximals traquent un petit peu les Autobots et cherchent à les rallier à leur cause, éventuellement, ça pourrait être un point de scénario assez sympa. Donc voilà, c'est vraiment les deux persos côté Maximals qui ont été notés par Lorenzo di Bonaventura, et côté Autobots, sans grosse surprise non plus, c'est Mirage qui est beaucoup mis en avant. Le fait que voilà, c'est un nouveau personnage, c'est aussi le nouveau personnage proche des humains, donc comme je vous disais dans la vidéo de vendredi dernier, c'est un petit peu le nouveau Bumblebee. On remarque que Bumblebee est mystérieusement absent quand même de la majorité de la promo, mais c'est pas étonnant, on sort d'un film où il avait la place centrale, Bumblebee du coup logique, et surtout maintenant dans la licence de façon générale, on a l'impression que Bumblebee, on commence un petit peu à s'en éloigner, en tout cas que c'est plus la grosse mascotte que c'était à une époque, ce qui en soi est une bonne chose, donc reste à voir ce que Bee fera dans ce film là, mais clairement c'est Mirage qui est mis en avant maintenant en tant que principal Transformer qui interagit avec les humains, en l'occurrence Anthony Ramos pour sa part. Donc voilà, il vante notamment la prestation de Pete Davidson qui a vraiment bien interprété le personnage. Bon évidemment ça après c'est du blabla marketing, c'est logique, mais je pense que voilà, il y a un peu de vrai quand même. Le fait que le personnage soit autant mis en avant, c'est qu'ils ont vraiment confiance en ce qu'ils en ont fait, et le fait que ça puisse plaire au grand public. En France, ce sera Mr. V qui le jouera, donc il y a vraiment intérêt à ce qu'il assure, parce qu'il aura un rôle assez important quand même, en tout cas l'un des Transformers principaux. Et du côté des antagonistes, il nous dit que Peter Dinklage est assez fun en tant que Scourge. Alors honnêtement, on peut pas faire plus générique que ça. Il est fun, mais fun dans quel sens ? C'est-à-dire, est-ce que Scourge a un côté rigolo ? Est-ce qu'il a un côté... Est-ce qu'il s'est éclaté à faire un rôle de grand méchant ? On sait pas trop, il est juste fun. Bon, je suppose que Scourge, on en saura peut-être un peu plus dans la bande-annonce de jeudi, mais pour le moment, c'est un petit peu la tristesse en termes d'infos sur le personnage. Ça, c'est vrai que c'est un point quand même qu'il faut noter, mais que je comprends. Scourge est complètement absent de la promo du film. En même temps, oui, c'est l'antagoniste principal, vous me direz, etc. Mais si on revoit les campagnes promotionnelles des films Transformers d'avant, très honnêtement, jamais les antagonistes n'ont été au centre de ces dernières. Dans Bumblebee, on n'avait jamais spécialement mis en avant Shatter, Dropkick et Blitzwing. Dans The Last Night, on nous vendait le pseudo Nemesis Prime, mais qui au final n'est jamais arrivé. Quintessa n'avait même pas de poster, n'a même pas de rien du tout. Il n'y a que vraiment dans Age of Extinction où on avait mis en avant Lockdown notamment. Dans Dark of the Moon, même chose, on avait mis en avant Shockwave qui n'était pas vraiment un méchant. Sentinel Prime n'était évidemment pas révélé, et Megatron avait quasiment aucun contenu marketing. Et il faut remonter à Revenge of the Fallen pour avoir un antagoniste qui est vraiment au centre de la promo, notamment le Fallen qui était pour le coup sur la plupart des posters, et Megatron aussi pour le film de 2007. Donc mettre en avant les antagonistes, en tout cas dans la campagne marketing, c'est pas quelque chose que les films Transformers ont fait très souvent. J'espère quand même que Scourge pourra avoir un poster à lui, un poster avec ça, un nouveau visuel du perso, ça me ferait vraiment plaisir quand même. Mais en même temps, je comprends pourquoi est-ce qu'on le met pas autant en avant. C'est-à-dire que à choisir d'un point de vue purement commercial entre un gros robot un peu générique, disons-le, aux yeux du grand public, Scourge, personne ne le connaît spécialement, qui se transforme en camion comme Optimus, ou simplement un Optimus qui se transforme en gorille. Évidemment que l'Optimus qui se transforme en gorille, c'est le gros point vendeur, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on a eu un poster, je vous en ai même pas parlé, mais je vous en ai parlé sur les communautés, on a eu un poster qui met face à face Optimus Prime et Optimus Primal, en rappel un petit peu du poster Transformers de 2007, mais évidemment aussi que c'est pour donner un peu cette impression qu'ils vont s'affronter un petit peu, puis ensuite affronter un ennemi plus puissant, en l'occurrence, voilà, un petit peu à la Batman v Superman, Godzilla vs Kong, tous ces trucs-là, en fait, le côté un petit peu, on va se faire affronter deux persos, même si en l'occurrence Optimus Primal n'est pas un perso très connu aux yeux du grand public, mais voilà, globalement, vous voyez l'idée, c'est logique que Scourge ne soit pas super mis en avant, je sais que ça déçoit un peu certains, mais même moi qui adore le perso, que ce soit en dehors du film, même le design qu'il a dans le film et tout, je comprends complètement en fait qu'il soit pas trop mis en avant pour le moment. J'espère que dans le trailer, on le verra quand même un petit peu plus. Donc voilà sur les principales informations que Lorenzo di Bonaventura nous a communiquées dans cette interview. Alors on a plusieurs points à retenir principalement, le côté arc de personnage, le côté
voilà, de retenir ce qu'il y a de meilleur entre Bumblebee et le Bayverse. Et en parlant de Bayverse d'ailleurs, dernier point, il a parlé aussi de Michael Bay et du rôle qu'il souhaitait lui donner maintenant. Il lui a dit, c'est ce qu'il a dit clairement, qu'il avait besoin de lui pour faire d'autres choses que Transformers. Alors il y a toujours cette rumeur de dire, est-ce que finalement Michael Bay va pas diriger un film G.I. Joe, est-ce que etc. Parce que pour le coup G.I. Joe ça lui plairait, c'est des militaires, c'est tout ça, enfin il y a un côté un petit peu militaire, donc évidemment que ça pourrait lui plaire. Reste à voir du coup si ça se concrétise, mais en tout cas voilà, Dimon Aventura dit globalement que oui, Michael Bay c'est quelqu'un qui a un gros sens du visuel et un gros sens des effets spéciaux. Il ne cache pas le fait qu'il a un petit peu aidé sur ce film, mais en même temps, bah, c'est un producteur exécutif, et surtout il est allé sur le tournage, il a rencontré Steven Caple, et qu'on se dise les choses, Steven Caple n'a pas une grosse expérience des VFX, donc en soi, si Michael Bay a un peu aidé à ce niveau-là, pourquoi pas? Je veux dire, très honnêtement, ça change pas le script du film, Michael Bay n'a eu aucun input vraiment créatif, maintenant s'il peut aider simplement sur cette séquence de combat, je veux dire, on va pas non plus faire comme si le gars c'était la peste, quoi, clairement. Si je devais vous donner une petite clé de lecture sur tout ça, c'est de ne pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il a dit sur la continuité. Dimon Aventura, c'est un gars qui avant tout veut faire des chiffres et de l'argent, et en disant que ce film est dans la même continuité que les autres, il s'assure que les gens viendront, en particulier les gens qui ont une certaine nostalgie pour les films d'avant, ils pourront se dire, ah bah tiens, c'est un peu le même univers, alors que si jamais on nous vend ça comme quelque chose de totalement nouveau, peut-être que certains se sentiront un petit peu découragés d'y aller, en mode, c'est quelque chose de nouveau, c'est pas ce que je connais, j'ai pas envie d'y aller. Bref, voilà, je pense qu'il y a aussi ce côté-là qui rentre en jeu, bien sûr que lui-même, il a participé au développement du film, il sait très bien que d'un point de vue continuité, ça colle pas. Mais je pense qu'au point où on en est, tout ce qu'on veut, c'est un film appréciable et divertissant, et pas forcément un truc qui colle parfaitement. La continuité, on verra tout ça une fois que le film sera sorti, et surtout une fois qu'on saura si ça s'est bien passé au box-office, si le film a été relativement apprécié par la critique. On verra à ce niveau. J'espère que vous aurez appris quelques petits trucs sur Rise of the Beast encore une fois. On se retrouve dès jeudi. Alors, ça va dépendre en termes de vidéos, parce que je sais que dès le moment où le trailer sortira, je recevrai des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages me disant « Regarde Magnus, ce trailer est sorti ». Partez du principe, très honnêtement, ça m'évitera de répondre à tout le monde, ou même de simplement ghost en fait à tous les gens qui m'envoient des messages. Partez du principe que quand le trailer sera sorti, je l'aurai déjà vu. Voilà. Très honnêtement, je vais le voir dès le moment où il sort, alors à moins qu'il sorte quand je suis au taf ou qu'il sorte dans la nuit de mercredi à jeudi, mais normalement, si jamais il sort vers 19h comme la dernière fois, ça avait été le cas, je le verrai, je le découvrirai en vidéo pour faire une vidéo réaction, que je posterai probablement jeudi soir du coup, et vendredi ou samedi, en fonction du temps que j'ai devant moi, je vous posterai la vidéo analyse complète du trailer, plan par plan, comme on avait fait en décembre. Bref, on va se régaler pour peu que le trailer nous régale. Bref, sur ce, c'est tout pour moi, c'était Magnus. On se dit à jeudi ou à demain, en fonction de tout ça. D'ailleurs, à ce propos, pour ceux qui suivent les mini-reviews, j'ai sorti la vidéo sur le pack des 5 Autobots du premier film. Alors du coup, puisque le trailer sort jeudi, je ne sortirai pas cette vidéo-là jeudi. Je la sortirai probablement un jour ultérieur, je vous donnerai des infos, parce que je sais qu'en plus cette review-là était pas mal attendue. Donc voilà, je vous tiendrai au jus de tout ça, vous inquiétez pas, l'onglet communauté est là pour ça. Et sinon, il y a toujours mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok pour voir toutes les mini-reviews, parce que en l'occurrence, celle-là est déjà sortie. Si vous voulez la voir dès maintenant, c'est par là que ça se passe, sur Insta aussi d'ailleurs. Bref, pour la 3e fois et la dernière, c'est tout pour moi, c'était Magnus, on se dit à très vite, ciao.